Passons donc à la continuité des fonctions de RD dans R, hein, dans ce cours sur les fonctions de plusieurs variables. Et on va voir que la continuité des fonctions de RD dans R, c'est pas beaucoup plus difficile, ça ressemble énormément à la continuité des fonctions de R dans R. Les choses vont se corser un petit peu quand on va parler de dérivabilité, comme je l'ai déjà expliqué. Mais bon, il faut quand même s'en persuader, hein, que la continuité, les notions sont très similaires et les propriétés très similaires aux fonctions d'une seule variable. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va commencer par fixer une partie D incluse dans RD. Et donc dans toute cette section, on a une fonction f de D dans R. Donc c'est bien une fonction à petit d variable. Hein, et c'est les x que peut prendre en entrée f, ce sont des éléments d'une certaine sous-partie de RD, grand D. Je ne demande rien de spécial à la partie grand D. Et donc on va parler de ce qu'on appelle l'algèbre des fonctions continues. Donc on va vouloir donner des définitions similaires, en fait, qui généralisent la notion de continuité d'une seule variable, et l'objectif étant ensuite de prouver les résultats qu'on connaît bien sur l'ensemble des fonctions continues. Par exemple, si on somme deux fonctions continues, on a toujours une fonction continue. Si on multiplie une fonction continue par un scalaire, on a toujours une fonction continue. Si on fait le produit de fonctions continues, on a toujours une fonction continue, etc. Certaines autres propriétés importantes, notamment la caractérisation séquentielle de la continuité. Donc allons-y pour la définition de ce que c'est que, d'abord, une limite. Le fait qu'une fonction admette une limite, définition. Donc je vais fixer un point A dans D, et je vais donner la définition de ce que c'est que le fait que la fonction f admet une limite quand x tend vers A. On dit que f admet une limite quand x tend vers A si, et je vais écrire ça, vous allez voir, ça va ressembler. Je vais écrire d'ailleurs pour une fonction d'une seule variable. Pour une fonction d'une seule variable, on écrirait la chose suivante. C'est votre cours d'analyse précédent. Pour une seule variable, une fonction qui admet une limite quand x tend vers A, c'est pour tout epsilon strictement positif. Il existe delta strictement positif, tel que x moins a plus petit. Alors, on dit que f admet une limite que je vais noter L. Hein. On dit que f admet une limite L quand x tend vers A, c'est pour tout epsilon strictement positif. Il existe delta strictement positif, tel que si x moins a est plus petit que delta, alors, je vais peut-être l'écrire comme ça, et je vais l'écrire en dessous. Bien sûr, il faut que je parle de x dans D, hein, puisque ici la fonction est définie sur D. Donc pour tout x appartenant à D, si x moins a est plus petit que delta, alors f de x moins L est plus petit que epsilon. Donc ça, c'est la définition que vous connaissez, hein, pour une fonction d'une seule variable. Donc, moi, sans trop de surprise, la généralisation, ça va être juste de mettre à un endroit la généralisation de ce que c'est que la distance entre x et a, parce que ici x est un vecteur de RD et a aussi, hein, ben ça va être de mettre une norme. Bon, la norme 2 en l'occurrence. On a dit qu'on travaillait avec la norme 2, mais comme je l'ai expliqué, hein, la définition que je donne toutes les définitions que je donne, elles sont équivalentes si on change de norme. Donc voilà, c'est ça la définition de ce que c'est que d'admettre une limite quand x tend vers A. Alors ici, hein, on peut éventuellement préciser, comme souvent, comme vous l'avez fait parfois dans le cours précédent, que bien sûr le delta il dépend de A et de epsilon a priori. Epsilon A, je note. Plus epsilon est petit, plus il faudra prendre delta petit pour assurer que le fait que x soit assez proche de A, c'est-à-dire à delta près, assure que f de x soit epsilon près de L. Donc vraiment la continuité, admettre une limite en un point, il faut le voir comme, même si epsilon est très petit, pourvu que x soit assez proche de A, c'est-à-dire a au plus delta de A, alors f de x est a au plus L de a au plus epsilon de L. Ici c'est delta epsilon.
Ok, et donc ça, on note aussi, on note, lorsque telle propriété est vérifiée, on écrit la chose suivante, f de x tend vers L quand x tend vers A. Vous voyez, c'est exactement la même définition que pour une fonction d'une variable, à ceci près qu'ici on a une norme au lieu d'une valeur absolue. La valeur absolue d'ailleurs, la norme usuelle sur R, c'est la norme euclidienne hein, aussi. Ok, donc ça met fin à cette définition. Donc, ça c'est une première propriété importante. Une première définition importante, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est la continuité. Donc on va vouloir prendre un point A en lequel f est défini. Alors ici, vous voyez que A pourrait être un élément de ce qu'on appelle l'adhérence de D. Hein. Quand vous avez pensé à un intervalle ouvert, vous pouvez regarder la limite quand x tend vers une borne de l'intervalle ouvert, même si la fonction n'est pas définie en ce point. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cas où on se demande si f de x tend vers f de A. Okay, donc, ça mène à la définition suivante. Donc définition. On dit, c'est pas un très bon choix de stylo, on dit que f est continue en A si, eh bien, lorsque cette fonction met une limite, cette limite coïncide avec f de A. Si f de x tend vers f de A quand x tend vers A. Donc autrement dit, si on a cette propriété-là avec L remplacée par f de A. Donc voilà ce que c'est qu'être continu en un point. Ok. Donc voilà pour la définition de la continuité. Maintenant, alors on a une dernière définition qui est là aussi une définition standard que vous avez vue pour une fonction de variable. C'est juste que quand est-ce qu'on va dire qu'une fonction est continue sur D? Eh bien, quand elle est continue en tout point de D, bien sûr. Définition. On dit que f est continue sur D si elle est continue en toute A appartenant à D. Donc voilà ce que c'est que la continuité sur un ensemble, c'est être continu en chaque point de cet ensemble. Ok, je vais donner un exemple hein, de fonction continue et qui est un exemple en fait important. Exemple. On va prendre la fonction, je vais l'indicer par un certain j. Donc PJ, c'est une fonction qu'en général on appelle projection. C'est donc une fonction qui va de RD dans R. Elle est définie pour tout x appartenant à RD. Et à un certain x qui s'écrit donc de la forme x1, xd, elle associe seulement sa jm composante. Donc c'est une fonction qui ne s'intéresse pas aux composantes xi pour i différent de j. Elle regarde que la jm composante. Bon, et bien cette application-là, elle est continue sur RD. Donc, elle est continue sur RD. Je vais en faire la preuve. Donc faire la preuve de la continuité d'une application, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une proposition qui commence par pour tout epsilon strictement positif. Donc je commence par soit epsilon strictement positif. Et puis il va falloir que je trouve un delta tel que j'ai la propriété que j'ai énoncée pour la limite. Donc on pose delta égale, et pour l'instant
Je laisse ça vide, on va voir ce qu'on pose. Et donc je vais écrire, alors pardon, là je vais montrer que cette application est continue sur RD, donc je vais me donner un certain A appartenant à RD et je vais essayer de montrer qu'elle est continue en ce point. Donc je commence peut-être par prendre soit A appartenant à RD. On pose delta égale, on verra ce qu'on mettra pour s'en sortir. Et maintenant je veux être capable de démontrer que pour tout x appartenant à D, si x moins A est plus petit que delta, et bien nécessairement f de x est à au plus epsilon de f de a. Ok, donc je vais écrire ce que c'est. F de x, alors ici f c'est la fonction pj, donc pj de x moins pj de a. Je vais vouloir démontrer que c'est plus petit que epsilon. Alors, donc allons-y. Ici il y a une implication. Donc pour tout x moins a appartenant à supérieur à delta, j'ai pj de x moins pj de a. Et moi je vais montrer que c'est plus petit que epsilon. Pj de x par définition c'est la jm composante de x. Et même chose pour a, sa projection pj c'est sa jm composante. Donc c'est xj moins aj. Et je veux montrer que ce truc là est plus petit que epsilon. La seule information que j'ai c'est que la norme de x moins a est plus petite que delta. Mais en fait, c'est une remarque que je ne crois pas avoir faite jusqu'à présent, on peut toujours comparer, quand on a un vecteur, peut-être écrire là, on peut toujours dire que quand on a un vecteur u dans RD, sa composante, la valeur absolue de sa composante j, donc valeur absolue de uj, est toujours plus petite que sa norme, alors ici sa norme euclidienne. Ça c'est facile à voir parce que pour tout u appartenant à RD, je l'écris juste là rapidement. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que uj au carré, je vous rappelle que la norme de u euclidienne, c'est la somme des composantes de u au carré avec une racine. Donc uj au carré, c'est plus petit, bien sûr, que la somme pour i allant de 1 à d, des ui au carré. Et ça, c'est rien d'autre que la norme euclidienne de u au carré. Donc pour peu que vous passiez à la racine, ce qui est possible, vous avez une égalité entre nombres positifs, ça démontre ça. Donc je répète, parce que la somme des valeurs absolues de i au carré, somme des ui au carré, c'est toujours plus grand que uj au carré pour n'importe quel j, et bien en passant à la racine, vous avez racine de uj au carré, c'est-à-dire valeur absolue de uj, qui est plus petit que la norme de u. Donc ça, c'est toujours possible de le majorer. J'applique ce résultat-là au vecteur u égale x moins a. C'est toujours plus petit que la norme euclidienne de x moins 1. Ok? Et donc ça, moi je sais que c'est plus petit que delta. Et je vous rappelle que le but c'était de montrer que, quel que soit l'epsilon que je me donne, je peux trouver un delta tel que si x moins a est à au plus delta, x est à au plus delta de a, alors pj de x est à au plus epsilon de pj de a. Moi je vais avoir epsilon à la fin. Vous voyez que le choix de delta il n'est pas difficile en fait. Il suffisait de prendre delta égale epsilon. Donc ici, j'ai bien en bout de chaîne quelque chose qui est strictement plus petit que epsilon. Donc en résumé, on vient de dérouler la définition de la continuité. On vient donc de démontrer que PJ est continu en A, et ce pour n'importe quel A dans RD, A était quelconque. Donc j'ai démontré la continuité des applications PJ sur RD tout entier. Ok. Donc ça c'est un premier exemple de fonction continue. Maintenant on va passer à des fonctions, on va passer à un critère de continuité qui est très important et qui est lui le pendant dans RD du critère que vous connaissez pour les fonctions d'une variable réelle. Donc c'est simplement la caractérisation séquentielle de la continuité. Théorème. F. Donc je me demande si une fonction est continue en un point A ou pas. Autrement dit, est-ce que f de x tend vers f de a?
f est continu en A appartenant à D, eh bien ça va être vrai si et seulement si, caractérisation séquentielle, pour tout xn, suite d'éléments de D, quelle que soit la suite xn que je me donne dans D, eh bien si jamais xn tend vers un certain A, pardon, pas vers un certain, mais si xn tend vers A, le A qui m'intéresse là, alors f de xn tend vers f de A. Alors, je fais juste la remarque que ici, xn tend vers A, c'est au sens de la généralisation qu'on a faite de ce que c'est que de converger pour une suite dans Rd. Xn, c'est une suite de vecteurs. Pour chaque n, xn est un élément de D qui est un sous-ensemble de Rd. Donc pour chaque n, xn, c'est un vecteur, tend vers un autre vecteur A. Et ici, on a une suite f de xn qui tend vers f de A, mais je vous fais juste remarquer que là, c'est une suite réelle. Pour chaque n, f de xn, c'est un réel. Donc ça, je pourrais appeler ça par exemple un, et un, c'est une suite réelle, dont on demande de converger vers f de A, qui est un réel. Donc voilà, ça c'est la caractérisation séquentielle de la continuité, et la preuve est littéralement la même que celle que vous avez pu faire pour une fonction de variable réelle. Je vais la faire juste parce que c'est instructif de la revoir, mais c'est tout pareil, sauf que les endroits où il va falloir changer des valeurs absolues par des normes, c'est tout. C'est vraiment tout pareil. Bon. Je vais le faire quand même. Parce que ça fait du bien de faire des preuves de temps en temps. Donc preuve. Donc je vais d'abord supposer que f est continu en A, et je vais essayer de démontrer ce résultat-là. Autrement dit que pour toute suite xn, si xn tend vers A, alors f de xn tend vers f de A. Donc preuve. On suppose que f est continu en A. Et je veux démontrer un résultat qui est vrai pour tout quelque chose, donc je me donne soit quelque chose, et je vais essayer de démontrer le résultat. Soit xn, le tout quelque chose, c'est pour tout xn tendant vers A. Donc, soit xn, une suite d'éléments de D, tels que xn tend vers A. Je veux démontrer que f de xn tend vers f de A. Alors là, c'est un exercice qui porte sur une suite réelle. Je veux démontrer que cette suite réelle tend vers cette limite qui est un réel. Donc, démontrer qu'une suite converge vers quelque chose, par définition, c'est mettre des epsilon. Donc allons-y, soit epsilon strictement positif. On cherche. Alors, nous, on va vouloir trouver un rang à partir duquel cette suite-là est à au plus epsilon de ce réel. Donc, d'où va venir ce rang? Bien sûr, on va utiliser le fait que xn, elle tend vers A. On va aussi utiliser le fait que f est continu en A. D'abord, je vais peut-être écrire la continuité de f en A. F est continu en A. Donc, il existe delta strictement positif. Il existe delta strictement positif, tel que si x moins a en norme est plus petit que delta, j'ai oublié pour tout x appartenant à D. En général, on finit par le sous-entendre, parce que bien sûr, puisqu'on est en train de se placer sur D, bien sûr, on ne regarde que les x dans D. X moins a plus petit que delta implique f de x moins f de a plus petit que epsilon. Alors, ça tombe bien que j'ai ce delta sous la main, associé à ce epsilon. Pourquoi? Parce que ça signifie que si jamais j'ai des éléments, des vecteurs x qui sont à au plus delta de a, alors automatiquement je sais que f de x est à au plus epsilon de f de a. Ça tombe bien parce que moi mon but c'est d'être capable de dire que cette suite qui s'écrit sous la forme f de xn est à au plus epsilon de f de a pour n0 suffisamment grand.
Donc, comment je fais ça? Ben justement, je vais utiliser la convergence de xn vers a. Il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n0, xn tend vers a. Rappelez-vous la définition de la convergence d'une suite de vecteurs de Rd vers un élément de Rd, tel que donc xn moins sa limite est plus petite que delta. Ça, c'est parce que xn tend vers a. Alors là, j'ai gagné. Pour ce n0 là, dès que n est plus grand que n0, xn moins a est plus petit que delta, mais donc, si n est plus grand que n0, xn tombe dans les x qui vérifient ça. Et donc, pour tout n plus grand que n0, eh bien, je peux affirmer que xn moins, f de xn moins f de a, pour tout n plus grand que n0, xn moins a est plus petit que delta, donc f de xn moins f de a est plus petit que epsilon. Je devrais dire ici donc on a ça. Et ça démontre précisément, si on remonte le raisonnement, on vient de démontrer la chose suivante. Quel que soit epsilon strictement positif, il existe n0 appartenant à n, tel que f de x pour tout n plus grand que n0, f de xn moins f de a plus petit que epsilon. C'était précisément quantifier la convergence de xn vers f de a. Donc, f de xn tend vers f de a. Voilà. Donc ça démontre que si f est continu en a, alors pour toute suite xn, j'ai démontré ça, la suite xn était quelconque, pour toute suite xn tendant vers a, alors f de xn tend vers f de a. Réciproquement, je vais faire par contraposé, c'est-à-dire que plutôt que de démontrer que si pour toute suite xn tendant vers a, f de xn tend vers f de a, alors f est continu en a, je vais démontrer que si f n'est pas continu en a, je peux trouver une suite xn qui tend vers a, mais telle que pourtant f de xn ne tend pas vers f de a. Donc, montrons que, donc je vais supposer, on suppose maintenant que f n'est pas continu en a. Donc ça va nous entraîner à nier une affirmation. Donc on va nier le fait que f est continu en a, c'est-à-dire qu'il existe epsilon strictement positif, tel que pour tout delta strictement positif, il existe, je nie, les pourtours deviennent il existe et il existe des pourtours, il existe x appartenant à D. Alors celui qui est un peu plus dur à nier, c'est ici, je suis en train de nier à la toute fin, le fait que x moins a plus petit que delta implique f de x, avec une norme ici, f de x moins a plus petit que epsilon. X moins a en norme plus petit que delta implique ça. La négation de ce truc-là, la négation de a implique b, c'est non a, c'est a est non b. Okay, donc si on le dit en français, disons, quand on nie a implique b, ça veut dire que il est possible qu'on ait a et pourtant qu'on n'ait pas b. Donc ça veut dire quoi? Il existe x appartenant à d, tel que x moins a est plus petit que delta et f de x moins f de a est supérieur ou égal à epsilon. C'est ça la négation. Ok. Donc vous voyez que là, le but, ça va être mon but, c'est de démontrer que je vais trouver une suite qui tend vers A, telle que pourtant f de xn ne tend pas vers f de a. Donc comment je vais faire ça? Si je regarde dans le blanc des yeux ce que je viens d'écrire, c'est un peu compliqué, mais ça me dit la chose suivante. Ça me dit que, quel que soit le delta strictement positif que je me donne, le epsilon il est fixé. Il existe un certain epsilon tel que j'ai ça. J'y touche plus. Pour ce epsilon fixé, quel que soit le delta que je me donne, même très très petit, eh bien, il existe un x qui est tout près de a, qui est à au plus delta de a, tel que pourtant f de x est plus loin et à une distance au moins epsilon de f de a, c'est ce que me dit ce truc. Donc du coup, je vais appliquer à ça, ce résultat-là, pour des deltas, pour une suite
de delta qui tend vers 0. C'est vrai même si delta est très très petit, donc je vais utiliser ça avec une suite qui tend vers 0. Donc allons-y. Et là on a presque fini. Donc epsilon est fixé et je prends, on utilise ce résultat avec delta n égale 1 sur n pour n appartenant à n étoile. Pour tout delta strictement positif, j'ai ça. Alors bien sûr, le x qui est là, il dépend de delta. Chaque fois que vous avez un pour tout quelque chose, il existe quelque chose. Le il existe dépend du pour tout qui précède. Donc à chaque fois que je me donne un delta, il existe un certain x qui dépend de ce delta. Donc pour chaque n, autrement dit ici, pour chaque delta n, il existe un certain xn. Il existe xn appartenant à d, tel que xn moins a est plus petit que delta, et pourtant f de xn moins f de a est plus grand que epsilon. Okay. Alors pardon, ici c'est delta n. Ça c'est égal à 1 sur n. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Regardons cette inégalité. Elle me dit que xn moins a, en norme, c'est plus petit que 1 sur n. Mais comme 1 sur n tend vers 0, par théorème des gendarmes, la norme de xn moins a tend vers 0. Donc ça, c'est là on est en train de regarder deux suites réelles. 1 sur n et la suite réelle, norme de xn moins 1. Cette suite-là tend vers 0, donc celle-là tend vers 0. Et ça, on l'a vu, c'est exactement dire que xn tend vers 1. C'est la définition qu'on a donnée de xn tend vers 1. Donc 1 sur n tend vers 0. Et xn tend vers a. Donc, par le théorème du gendarme, donc xn moins a tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini par le théorème du gendarme. Et ça, c'est exactement dire, comme je l'affirmais à l'instant, IE, xn tend vers a quand n tend vers plus infini. Donc j'ai une suite xn qui tend vers a. Définie de manière abstraite, mais j'en ai une sous la main. Et il s'agit maintenant de regarder le deuxième morceau là. Xn tend vers a, ok, mais pourtant, il est impossible que f de xn tend vers f de a. Si f de xn tendait vers f de a, ce truc là tendrait vers 0, et donc j'aurais à la limite 0 plus grand que epsilon. Ça c'est pas possible, puisque epsilon est strictement positif. Ce que je vais écrire. Pourtant, f de xn, donc la suite f de xn, ne tend pas vers f de a quand n tend vers plus l'infini. Sinon, comme je le disais, ici on aurait à la limite f de xn qui tend vers f de a, donc ce truc là tend vers 0, et donc on aurait 0 qui est supérieur ou égal à epsilon, ce qui est une contradiction, puisque epsilon est strictement positif. Car sinon, on aurait 0 supérieur ou égal à epsilon. Donc en résumé, si je suppose que f n'est pas continu en a, je suis capable de trouver une suite d'éléments qui tend vers a, tel que pourtant f de xn ne tend pas vers f de a. C'est-à-dire que j'ai démontré que la contraposée, j'ai démontré le résultat par contraposé, et j'ai donc fini de démontrer ce théorème de caractérisation séquentielle de la continuité. Ok. Alors, je vais maintenant donner justement les propriétés qui signifient que l'ensemble des fonctions continues est une algèbre, à savoir que si on ajoute deux fonctions continues et on fait le produit de fonctions continues, des opérations usuelles, on a toujours une fonction continue. On va voir que pour démontrer ce résultat théorique, on est bien content d'avoir sous la main le théorème qu'on vient de démontrer, la caractérisation séquentielle de la continuité. Une proposition.
Donc je me donne f et g, soit f et g, deux fonctions continues en un point A appartenant à D. Continue en un certain A appartenant à D. Alors on a la chose suivante. Premier résultat, c'est que pour tout lambda scalaire, eh bien la fonction lambda f est continue en A. Okay, donc si vous avez une fonction f et que vous la multipliez par 47, la fonction 47f est continue si f l'était en un point A donné. Pas trop une surprise. F plus g est continue en A. Tout va bien avec la somme aussi. Donc ça vous dit que l'ensemble de ces deux points-là, la fonction constante égale à 0 étant continue, ça vous dit que l'ensemble des fonctions continues en A, c'est un espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies sur D. Ok. Et puis troisième point, et ça c'est ce qui permet de parler d'aller plus loin que l'espace vectoriel et de parler d'algèbre, c'est que FG est continu en A. Et puis, pour finir, on peut même faire le quotient. F sur G continue en A si, bien sûr, ça a un sens de regarder la division de F par G lorsqu'on est proche de A. Hein, si G de A est différent de 0, F sur G est continu en A. Donc voilà, ça c'est juste une proposition assez simple parce qu'elle découle du théorème de caractérisation séquentielle de la continuité. Je vais juste faire un exemple de preuve d'un de ces résultats-là, parce que vraiment tout marche pareil. Je vais faire par exemple, allez, disons le point 3. Preuve. Je vais faire juste le point 3. Je veux démontrer que f fois g est continu en 1. Donc par la caractérisation séquentielle, on veut montrer que à chaque fois que j'ai une suite qui tend vers A, pour tout xn, suite d'éléments de D tels que xn tend vers A, alors donc je veux démontrer que la fonction qui est là, mettons que je l'appelle h de xn tend vers h de A. Donc je veux démontrer que f de xn, g de xn tend vers f de A, g de A. Bon, ça va pas être trop difficile. Pourquoi? Parce que f est continu en A, donc je sais que f de xn tend vers f de A. Et g est continu en A, donc je sais que g de xn tend vers g de A, hein, puisque xn tend vers A. Et donc pour conclure, il me suffit de démontrer que si j'ai deux suites tendant vers un et vn tendant vers L et L', alors un fois vn tend vers L fois L'. On parle bien de suite réelle ici, hein, puisque f et g sont des fonctions à valeur dans R. J'insiste bien, hein, à nouveau, f de xn et g de xn, c'est des suites réelles. Et donc ça, c'est juste une propriété de votre cours sur les suites réelles. Donc, comme, je vais écrire là, comme f et g sont continus en A, eh bien je sais toujours par caractérisation séquentielle, je sais que f de xn tend vers f de A et g de xn tend vers g de A quand n tend vers plus l'infini. Ok, et donc par propriété sur les suites, donc
je rappelle ici que si UN est une suite réelle qui tend vers L, Vn une suite réelle qui tend vers L', alors UN Vn tend vers L fois L'. Résultat sur les suites réelles, donc F de Xn, G de Xn tend vers F de A, G de A. Ce qui était ce que je voulais montrer. Ok, pour les autres propriétés, vous voyez que c'est à peu près pareil. Pour la somme, si vous allez vous retrouver avec devoir démontrer que F de Xn plus G de Xn tend vers F de A plus G de A, bah, vous utilisez le fait que si vous avez deux suites qui convergent, la somme des suites converge vers la somme des limites. Ok, on va peut-être faire quelques exemples, hein, parce que pour l'instant ça reste relativement abstrait. En pratique, ça ressemble à quoi une fonction continue de RD dans R? Bah, heureusement, ça va être les fonctions, ça va utiliser en général, les fonctions où vous allez savoir qu'elles sont continues automatiquement, bah, ça va être les fonctions usuelles, ça va utiliser les fonctions usuelles que vous connaissez de R dans R. Quelques exemples de ça. Une fonction, si on vous demande une fonction réelle continue très simple, bah, vous pouvez penser par exemple aux fonctions de polynôme. La fonction 2x plus 3 ou 7x au cube plus 2x carré plus 9, voilà, ça c'est des fonctions continues. Alors on peut aussi définir une notion de fonction polynôme pour des fonctions de plusieurs variables. Exemple. Les fonctions polynomiales. Un polynôme, c'est un accent circonflexe sur le haut, mais polynomial, on n'a pas d'accent circonflexe. Donc des fonctions polynomiales, c'est quoi? La fonction qui a x associé. Alors rappelez-vous que x, donc c'est des fonctions qui sont définies, c'est des fonctions de RD dans R, et qui a un certain vecteur x associé, eh bien, simplement, la somme, alors comment je l'ai écrit ici, la somme pour alpha 1, alpha d appartenant à D, je vais expliquer un petit peu ces notations, de A alpha 1, alpha d, de x puissance alpha 1, x1 puissance alpha 1 jusqu'à xd puissance alpha d. Alors ça peut faire peur un petit peu comme ça, mais c'est simplement qu'on s'autorise des multiplications ici entre les variables, les différentes variables qui interviennent dans x. Par exemple, si le vecteur, si on est dans R2, alors je vais finir la définition. Juste, ce qui est important, de la même manière que pour les fonctions polynômes, il faut qu'il y en ait un nombre fini. Vous pouvez faire 3x carré plus 2x, mais vous ne pouvez pas faire, a priori, une somme infinie de ces trucs-là. En tout cas, il faudra préciser en quel sens, et ça, ce sera votre cours de série entière. Donc ici, il faut qu'il y ait un nombre fini de termes dans cette somme, ou seul un nombre fini de alpha 1, alpha d sont non nuls. Donc ces fonctions-là, elles sont continues. Je vais donner des exemples plus simples pour que vous puissiez voir ce qu'on entend par ça. Elles sont continues sur RD. Les fonctions polynomiales sont continues sur RD. Ok, donc je donne un sous-exemple de cet exemple. Par exemple, si je prends la fonction qui a xy, donc ça c'est un élément de R2, associe 3x carré y plus 7x plus 8xy puissance 39. Ça, c'est une fonction polynomiale, selon cette définition-là. Et vous voyez que là, ici, vous avez dans les termes, dans les puissances de xy, vous pensez ici que x joue le rôle de x1 et y joue le rôle de x2, il n'y a que deux variables. Là, vous voyez qu'il y a un terme en x au carré y, donc ça correspond à alpha 1 égale 2, alpha 2 égale 1, et le terme devant c'est un 3, donc le a associé vaut 3.
vous avez un terme en 7x, donc 7x ça correspond à x1 puissance 1 fois x2, c'est-à-dire y puissance 0, et puis le terme de a devant c'est 7, et puis enfin vous avez un 8xy puissance 39, donc x puissance 1, y puissance, donc le alpha 2 vaut 39, et puis vous avez votre a qui vaut 8. Ok. Donc, ça c'est un premier exemple, et vous pouvez imaginer des exemples plus sophistiqués. Par exemple, hein, vous pouvez par exemple pour x, y, z, voilà un exemple dans R3. 3 variables, vous auriez par exemple 9 x, y, z plus 12 x carré, y, z au cube. Voilà un autre exemple de polynôme dans R3. Alors bien sûr, assez naturellement, une fois qu'on a les fonctions polynomiales, eh bien, on va utiliser aussi les fonctions rationnelles. On peut définir des fonctions rationnelles, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à faire des divisions de polynômes, et il va falloir juste s'assurer que le dénominateur ne s'annule pas. Donc 2. Donc les fonctions rationnelles. Donc de la forme f égale p sur q avec p polynôme, p et q polynôme. Alors elles sont continues partout, là où elles sont bien définies, c'est-à-dire sont continues sur RD privé de l'ensemble des x tel que q de x égale 0. Ces fonctions-là, elles sont continues partout, sauf là où le dénominateur peut s'annuler. Alors, quand on est en dimension 1, un polynôme peut s'annuler qu'un nombre fini de fois, il a un nombre fini de racines. Quand on est en dimension supérieure, on peut avoir, prenez par exemple comme dénominateur, imaginez que vous êtes en R2 et vous prenez q égale x, q de x égale q de xy égale x plus y. Vous voyez que là, tous les xy dont la somme fait 0 annulent le dénominateur. Autrement dit, si vous prenez, je vais juste faire un tout petit dessin pour ça. Si vous prenez celui que je viens de dire, si vous êtes dans R2 et que vous avez q de xy égale x plus y, eh bien l'ensemble de définition, et même ici en l'occurrence de continuité, c'est l'ensemble des xy de R2 privé des xy tels que la somme fait 0, c'est-à-dire une droite. Hein, c'est pour insister sur le fait que dans ce cas-là, vous pouvez avoir un nombre infini, et ici même non dénombrable, de points qui annulent le dénominateur. Ici, donc, vous auriez la droite y égale moins x. Donc la fonction p sur q, elle est définie seulement, enfin elle est définie partout sauf sur cette droite, et elle est continue là où elle est définie, c'est-à-dire en dehors de cette droite. Ok, donc ça c'est un exemple. Maintenant, venons-en à la composition de fonctions, ça c'est important. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la composition de fonctions? Comme dans le cas réel, si on compose des fonctions continues, on a une fonction continue. Proposition, ça c'est la composition de fonctions. Donc, pareil, j'ai une fonction définie, donc j'ai D une partie de RD, et puis j'ai I un intervalle de R. Donc ici, c'est un intervalle, et on suppose que la fonction f qui va de D dans RD, là, notre fonction de base dans cette section, elle est à valeur dans I. Donc à chaque fois que je me donne un vecteur x dans D, f de x appartient à I. Alors, ça permet de définir la fonction suivante. On suppose que, donc ici j'ai précisé, j'ai une fonction, donc f elle va de D dans R, et puis on vient dessus, on exprime le fait que à chaque fois qu'on prend x dans D, on atterrit même, plus précisément que dans R, on atterrit dans I, et j'ai une fonction phi
qui va de i dans r. Ça, c'est une brave fonction réelle. Hein. Elle prend en entrée un réel, elle vous sort un réel. C'est un réel de l'intervalle i. Donc on va supposer, nous ce qu'on veut regarder, c'est phi rond f. Donc d'abord on applique f qui nous prend un vecteur de d, donc un vecteur à d variable et qui arrive dans i, et puis ensuite on lui applique phi. Okay, si f est continu en a et phi est continu en f de a, alors phi rond f est continu en a. Ça, c'est le théorème de composition, hein, complètement naturel. Et il vous dit ce à quoi vous vous attendez, c'est-à-dire que si vous composez de fonctions continues, vous récupérez une fonction continue. Ok, alors, comment on fait la preuve de ce résultat-là? On peut la faire par caractérisation séquentielle ou directement avec des epsilon. Peut-être faire avec des epsilon, je vais aller rapidement sur la preuve. Soit epsilon strictement positif. Alors, nous on cherche, on veut montrer que... on va juste faire par caractérisation séquentielle, ça évite de quantifier, c'est quand même plus simple. Donc je veux montrer que phi rond f est continu en A, donc je vais montrer que quelle que soit la suite xn tendant vers A, phi rond f de xn tend vers phi rond f de A. Soit xn. Une suite d'éléments de D, tels que xn tend vers A. Alors ça va être vraiment rapide. Hein. Je veux montrer que phi rond f de xn, donc montrons que phi rond f de xn tend vers phi rond f de A. Je vais le faire en deux temps. D'abord, je constate que comme f est continu, f de xn tend vers f de A. F est continu en A, donc f de xn tend vers f de A. Et maintenant, je vais utiliser la continuité de phi en f de A. Hein, là, d'ailleurs, on a une fonction de R dans R. Hein, donc là, j'utilise simplement la continuité la plus simple que vous ayez vue, tout simplement pour les fonctions d'une variable, qu'on vient de généraliser, à savoir que si j'ai yn qui tend vers y, alors phi de yn tend vers phi de y. Alors, pensez à ça comme cette certaine suite yn, une suite de réels. Ça, un certain y qui est un réel, et j'applique phi, hein, on dit yn tend vers y, par continuité, phi de yn tend vers phi de y. Phi est continu en f de A, donc phi de f de xn tend vers phi de f de A. Ce qu'on voulait montrer. C'est quand même pratique la caractérisation séquentielle, hein, sinon on aurait dû prendre des epsilon un peu, c'est quand même un peu plus pénible à écrire. Donc voilà pour la composition de fonctions et sa preuve. Je vais juste vous donner un exemple pour vous dire comment la combinaison de la composition de fonctions et de la continuité de fonctions usuelles que vous connaissez, comme l'exponentielle, cosinus, sinus, vous permet d'avoir la continuité de fonctions a priori très compliquées. Hein, donc exemple. Alors je vais prendre l'exemple un peu stupide que j'ai sous les mains, mais c'est pour vous dire que ça peut être très compliqué. Donc j'ai f de R3 dans R, et qui a x, y, z associe un truc atroce, racine de x carré plus y carré, mais en fait je vais prendre un peu de liberté, exponentielle de cosinus z, plus log de 1 plus valeur absolue de sinus de z par exemple, sur x carré plus z carré plus y carré plus 3. Voilà un exemple. Hein. Je m'assure que le dénominateur ne s'annule pas en ajoutant le plus 3. Cette fonction elle est bien définie. Et vous voyez que c'est simplement de la composée de fonctions continues. Toutes les fonctions qui apparaissent ici, c'est des fonctions, vous avez la composition d'une fonction de plusieurs variables avec des fonctions
de la variable réelle. Donc vous savez quelle fonction continue. Ici vous avez le log, le sinus, cosinus, l'exponentielle, la racine, etc. Et puis vous avez utilisé, sous-jacent à ça, il y a ce qu'on a énoncé tout à l'heure, à savoir que des polynômes et des fonctions rationnelles sont des fonctions continues, même à plusieurs variables. Cette fonction-là est continue sur R3 et comme quand vous aviez des fonctions très compliquées, mais des fonctions de R dans R, vous pouviez conclure directement à leur continuité simplement en les regardant dans le blanc des yeux en disant ah oui, c'est une composition de fonctions continues, donc il n'y a pas de souci. Et là c'est le cas. Donc là c'est vraiment, l'argument c'est par composition. Ok. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce qui concerne vraiment les propriétés de base de l'ensemble des fonctions continues de plusieurs variables. Donc on a vu le fait que ça forme une algèbre, on peut ajouter, multiplier des fonctions continues, qu'on a les théorèmes puissants de caractérisation séquentielle de la continuité, qu'on peut composer des fonctions continues, c'est le dernier élément. Et maintenant, on va parler d'une dernière notion qui va plus nous servir pour la dérivabilité, mais qui est quand même déjà intéressante à évoquer pour la continuité. C'est l'application partielle d'une fonction. Et on va voir que on va avoir nos premiers résultats un peu contre-intuitifs ou un peu, disons un peu surprenants sur les fonctions de plusieurs variables.